Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire dédié donc au Ségur du numérique en santé et plus particulièrement à l'atteinte des cibles SUNES volet 2 et volet 1. Comme pour tous les webinaires de l'ANS, celui-ci est enregistré et sera disponible en replay dès la fin de la session et on le mettra également en ligne sur le site de l'agence avec le support de présentation. Voilà, on va être assez nombreux aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions et non pas dans le chat pour qu'on puisse bien les voir et ne pas passer à côté. Voilà, je passe la main à nos 3 intervenantes du jour et puis bon webinaire à tous. Merci Elodie. Bienvenue donc à ce webinaire sur l'atteinte des cibles SUNES, alors volet 2 et volet 1. Une fois n'est pas coutume, puisqu'on a fait déjà plusieurs webinaires sur l'atteinte des cibles et on a choisi aujourd'hui de faire de commencer par les indicateurs d'usage volet 2, puisque d'habitude, elles arrivent toujours plutôt en fin de séance, donc on va plutôt mettre l'accent sur le volet 2 aujourd'hui, en vous présentant en introduction, un petit rappel sur les enjeux, les ajustements qui ont été faits ces dernières semaines sur les indicateurs, les cibles et les dates. Et puis, on pourra ensuite entrer dans le vif du sujet. On a essayé de passer en revue un ensemble qui ne se veut pas forcément exhaustif, mais en tout cas qui parcourt largement l'ensemble des questions qui peuvent se poser pour pouvoir atteindre ces cibles, pour pouvoir donner les informations, justifier l'atteinte de ces cibles dans le cadre de ce programme. Je vais donc passer la parole. Alors, nous serons 3 à intervenir. Moi-même, donc, de l'Agence du numérique en santé, Samia Louissi, qui est connectée, Samia Louissi de la DGOS, et Clara Morlière de la DNS. Et voilà. Donc, ce que je viens de dire en introduction, l'idée n'est pas de représenter le programme dans le détail aujourd'hui, mais bien de faire un focus sur l'atteinte des cibles, comment les atteindre et comment nous transmettre les informations à vos ARS en l'occurrence, pour pouvoir attester de l'atteinte de ces cibles. Et je vais donc passer la parole. Alors, je vois pour les personnes qui disent dans le chat que vous n'entendez pas, n'hésitez pas à cliquer sur... Ah bah non, mais du coup, vous n'entendez pas. Pour les personnes qui ont des problèmes de son ou d'affichage, n'hésitez pas à actualiser votre page ou à cliquer sur les slides. Et on a un petit souci de micro côté Samia. Voilà, en attendant que le... Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Avec un écho terrible. Ouais, t'as pas de micro ou quelque chose, non? Bon, en attendant que Samia puisse résoudre ce problème de micro, je vais continuer, enchaîner sur... il y a beaucoup de monde qui n'entend rien. Il y en a aussi qui nous entendent bien. Du coup, Elodie, tu disais qu'il y avait un truc à activer pour avoir le son éventuellement? Oui, cliquez sur les slides des fois, mais je l'ai mis dans le chat pour les personnes qui n'entendent pas. Et activer le son dans la barre, c'est ça, exactement. Et pour Clara, on a perdu Clara et... Non, je suis bien là. T'étais là? Ok. Je regarde si Samia revient. Désolée pour ce petit couac, les aléas du direct. Donc, si un certain nombre d'entre nous entend, Nolwenn, peut-être qu'on peut... Oui, Samia revient. Oui, bonjour. Est-ce que c'est mieux? Oui, c'est bon. Super, parfait. Donc, il fallait juste que je me reconnecte. Oui, du coup, bonjour, bonjour tout le monde. Donc, pour ceux qui ont assisté au précédent webinaire, je remplace donc ma collègue Inès, qui est en congé maternité. Et donc, j'ai le plaisir de vous présenter ce webinaire aujourd'hui. Donc, pour rappel, le Ségur du numérique en santé, c'est un investissement historique de 2 milliards d'euros qui sont répartis donc, sur le partage des données de santé et sur le secteur du médico-social à hauteur respectivement de 1,4 milliard et 600 millions. Et c'est donc un financement qui est 100% lié au plan de relance et de résilience européen.
Donc, ce Ségur de numérique en santé avec un objectif qui est donc la transmission de documents échangés par le DMP et la messagerie sécurisée, avec une marche donc à franchir de 10 millions à 250 millions de documents pour fin 2023. Et donc, c'est un programme qui est co-construit avec des professionnels de santé et des éditeurs de logiciels au sein de Task Force Ségur, qu'on appelle donc les TF Ségur. Et donc, vous les avez donc, sur le schéma de droite. Hop. Donc, si on reprend un petit peu quelques éléments liés au financement du programme SUNES, donc c'est un financement qui est direct aux établissements sanitaires, donc qui est conditionné au respect de critères d'éligibilité et à l'atteinte de 6 prérequis et de cibles d'usage. Donc, l'objectif va être d'encourager l'usage des outils socles que sont l'INS, le DMP, la MSS, et donc tout ceci, bien sûr, en lien avec l'ouverture de mon espace santé. C'est un programme qui se place dans la continuité donc du programme Open, pour lequel peut-être certains d'entre vous participent encore, pour lequel tous les établissements de santé sont éligibles. Et à noter que l'attribution de financement hôpital numérique, donc le programme précédent à Open, de financement Open ou donc hôpital numérique ou Open ne conditionne pas donc un critère d'exclusion au programme SUNES. Les deux financements cumulés sont totalement possibles et la participation de ce fait aux deux programmes est possible. Au niveau régional, donc ce programme va être opéré par les ARS et donc est piloté nationalement par la DGOS et par la délégation numérique en santé. Donc des financements à l'usage, donc SUNES c'est 210 millions d'euros. Répartis donc sur 2 volets. Le volet 1 consacré à l'alimentation du DMP, 158 millions. Donc, et le volet 2, 52 millions, liés à l'usage de la messagerie professionnelle et citoyenne. Donc, je passe rapidement puisqu'on a pas mal de slides et puis on pourra éventuellement répondre à des questions, mais normalement, c'est des choses que vous connaissez déjà. Donc, petit focus sur le détail donc, du volet 1 et du volet 2. Donc, le programme SUNES, 4 fenêtres, donc 4 temps. Donc, c'est un programme qui s'organise en 4 temps, donc jusqu'à la fin de l'année 2023, jusqu'au 31/12/2023. Actuellement, nous sommes en cours de fenêtre 3 et la prochaine fenêtre de candidature qui s'ouvrira le 1er mars sera pour la dernière fenêtre de candidature, pour la fenêtre 4. Donc, au total, aujourd'hui à date, il y a 1811 établissements qui ont intégré le programme SUNES. Donc, 877 en fenêtre 1, 1003 en fenêtre 2 et 581 en fenêtre 3. Donc, le volet 1 donc, qui comporte donc 3 domaines. Le premier domaine donc, lié aux documents de sortie avec 2 indicateurs socles qui sont l'alimentation du DMP en lettres de liaison de sortie sous format CDAR2 niveau 1 INS qualifié et l'alimentation du DMP en ordonnance de sortie au format CDAR2 niveau 1 INS qualifié. S'ajoutent à ces 2 indicateurs socles du domaine 1 2 bonus. Donc, le premier bonus qui est l'alimentation du DMP en compte-rendu opératoire sous format CDAR2 niveau 1 INS qualifié. Et un deuxième bonus qui est donc la reprise de l'historique du DPI dans le DMP, donc toujours sous format CDAR2 niveau 1 INS qualifié. Le deuxième domaine donc, lié à ce volet 1 alimentation de DMP, c'est donc le domaine 2 biologie, avec l'alimentation du DMP en compte-rendu de biologie, et le domaine 3, donc imagerie, qui est donc l'alimentation du DMP en compte-rendu d'imagerie. Concernant le volet 2, donc ce volet 2 pour lequel les candidatures ont été ouvertes à partir de la fenêtre 2, donc parce qu'il y avait l'ouverture donc de mon espace santé qui était attendu juste avant. Donc le 2 qui comporte donc un domaine qui est donc le domaine 4, donc la messagerie professionnelle et citoyenne avec 3 indicateurs. Donc le premier indicateur qui est l'envoi de documents de santé via la messagerie pro. Le deuxième indicateur qui est donc l'envoi de messages aux patients via la messagerie citoyenne. Et enfin, le dernier indicateur donc, qui est un indicateur qualitatif qui est donc la présentation des cas d'usage en CME. Donc, comme je l'ai dit précédemment, donc, c'est un programme qui est organisé donc, en 4 fenêtres de financement. Donc, ces financements sont conditionnés à l'atteinte de cibles d'usage mesurées donc, pendant cette dite période de financement. Chaque indicateur va être associé à une période d'observation de 1 mois calendaire plein.
Donc, on sous-entend donc du 1er au 30 ou 31 de chaque mois pour tous les indicateurs quantitatifs. Et l'établissement renseignera donc son mois d'observation d'indicateurs dans OSIS et en avertira son ARS. Donc, vous avez présenté à l'écran la temporalité, l'organisation donc des fenêtres jusqu'à la fin du programme, donc jusqu'au 31/12/2023. Que se passe-t-il en cas de non-atteinte des cibles d'usage dans la fenêtre de candidature? Eh bien, l'établissement peut solliciter auprès de son ARS un report autant de fois qu'il reste de fenêtres de candidature dans le programme SunES sur la fenêtre suivante. Donc, les établissements qui n'ont pas réussi à atteindre leur cible d'usage en fenêtre 1 ont pu bénéficier d'un report en fenêtre 2 et éventuellement en fenêtre 3 et peut-être même en fenêtre 4 pour certains. Je passe assez vite, puisque c'est des choses que normalement vous avez déjà vues lors des précédents webinaires. Et je voudrais vraiment laisser la place aux questions, à des moments d'échange et de questions. Donc, voilà. Donc, quelques statistiques maintenant qui vous sont présentées à l'écran sur l'alimentation du DMP en documents hospitaliers. Et donc, on voit une forte progression depuis 2022, notamment sur les lettres de liaison de sortie, donc en lien avec le domaine 1 du programme SunES, et une baisse d'alimentation du DMP en compte rendu hospitalier. Donc, c'est plutôt des indicateurs satisfaisants. Je ne sais pas s'il y a des questions, puisque je n'ai pas de visibilité sur le chat. Ou est-ce qu'on continue ? Il n'y a pas de questions, Samia. Enfin, tu as répondu à une des questions dedans et je pense qu'on arrivera après aux autres. Je ne sais pas, on entend, je crois, derrière toi. Il n'y a pas de musique chez moi. Ah, c'est pas chez moi non plus et je crois que tous les autres micros sont finis. Donc voilà, on va investiguer. Une page internet qui est ouverte, qui peut-être a de la musique que je n'entendrai pas, mais bon. Oui. S'il y a juste une question par rapport au report qui vient d'être posée sur le fait qu'en cas de non-atteinte des cibles d'usage sur la fenêtre prévue et décalage à la fenêtre suivante, est-ce que cela va avoir un impact sur le financement et si oui, comment le calculer? Et donc voilà, donc c'est sur la dégressivité des cibles, si tu peux en dire un petit mot. Oui, alors effectivement, donc sur donc chaque fenêtre de financement subit, plus on avance dans le programme, une dégressivité donc des financements qui sont associés à cette fenêtre. Et donc, c'est vrai que pour un établissement qui aurait candidaté en fenêtre 1, un financement donc théorique avait été établi et l'atteinte de ces cibles d'usage en fenêtre 3, je donne un exemple, c'est pour illustrer. Donc, l'atteinte de ces cibles d'usage en fenêtre 3 impliquera donc un nouveau calcul donc du financement qui lui sera attribué. Est-ce que c'était la réponse à la question? Oui, et pour savoir, peut-être juste je rajoute un point, pour savoir quel est le niveau de dégressivité, il est important d'aller voir dans le fichier de calcul hôpital qui se situe sur la page hôpital de l'ANS. Là, justement, la dégressivité, il suffit de choisir la fenêtre dans laquelle on arrive pour pouvoir voir son financement. Un autre point, c'est est-ce que le report se fait automatiquement ou faut-il intervenir manuellement ou auprès de son ARS? Donc là, je pense que tu aussi peux rappeler la règle. Alors, il faut que vous manifestiez auprès de votre ARS. Donc, normalement, les ARS assurent un suivi assez rigoureux des dossiers SunES pour leurs régions respectives et viennent et vous contactent en cas de non-atteinte des cibles pour connaître votre position. Mais il est préférable néanmoins de vous manifester directement auprès de votre référent ARS pour lui notifier votre souhait de report. S'il n'y a pas d'autres questions, on continue. Ouais. Donc voilà, c'était donc une présentation générale du programme SunES, comme vous en avez déjà fait par le passé.
Donc maintenant, je vais vous présenter donc un plan d'ajustement donc, qui est lié donc à ce programme. Alors pourquoi ce plan d'ajustement? Donc ce plan d'ajustement est intervenu suite au bilan de la première fenêtre du programme SONES, la fenêtre 1, qui a mis en évidence des difficultés d'atteinte de cible pour les établissements et qui donc, suite à discussion avec vos ARS et vos fédérations, a permis donc de proposer un plan d'ajustement pour la suite du programme. Donc, ce sera le dernier ajustement, enfin les derniers ajustements du programme SONES. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui sera valable jusqu'à la fin du programme SONES, donc jusqu'au 31 décembre. Donc, ce plan d'ajustement a 3 variables. Une variable donc sur un ajustement calendaire, donc une modification du calendrier des fenêtres de financement. Un deuxième ajustement sur l'atteinte, la valeur seuil des cibles d'usage. Et un troisième ajustement sur la nature de ces cibles. Donc, je vais vous présenter ça sur les 2 prochaines diapos. Donc, le premier ajustement donc, sur le nouveau calendrier des fenêtres de financement. Donc, tous les domaines font l'objet du même ajustement concernant ce nouveau calendrier des fenêtres de financement. Et donc, il a été décidé en partenariat avec vos ARS et vos fédérations de prolonger la fenêtre 2 jusqu'au 31 mars 2023 à la place du 31 décembre, de prolonger la fenêtre 3 jusqu'au 31 juillet 2023 à la place du 30 juin 2023, pardon. C'est 30 juin 2023. Et donc, pour la fenêtre 4, il n'y aura pas de jalon supplémentaire et la fenêtre 4 reste donc sur une temporalité identique avec une fin au 31-12 qui sera donc la fin du programme SONES. La deuxième variable d'ajustement donc, va concerner le niveau d'attente, le niveau seuil des cibles d'usage à atteindre. Donc, pour rappel, il était prévu dans le cadre de ce programme SONES une augmentation des cibles d'usage à atteindre. Plus on avançait dans le temps, plus le niveau était élevé. Et donc, ces valeurs-là ont été rediscutées donc, avec vos fédérations et les ARS. Et donc, il a été décidé de les ajuster jusqu'à la fin du programme. Donc, pour le domaine 1, donc, le premier indicateur qui concerne la lettre de liaison. Donc, pour la fenêtre 2, on était sur 59%, on vise désormais 55% et on visera 55% jusqu'à la fin du programme, donc jusqu'en fenêtre 4. Pour l'indicateur DS 1.2 qui concerne donc les ordonnances de sortie, on reste à 48% pour la fenêtre 2 et ensuite 50% pour les fenêtres 3 et 4. Pour le domaine 2 qui concerne donc l'alimentation en compte-rendu de biologie médicale, on était donc à 54% en fenêtre 2. On vise désormais 50% jusqu'à la fin du programme. Donc, fenêtre 2, 3 et 4. Pour le domaine 3, qui concerne donc l'alimentation du DMP en compte-rendu d'imagerie, donc nous visions 54% fenêtre 2. Nous sommes désormais à 45% jusqu'à la fin du programme. Donc, pour les fenêtres 2, 3 et 4. Et enfin, donc pour le domaine 4, donc sur l'utilisation de la MSS, donc 42% est maintenu pour la fenêtre 2, 50% pour la fenêtre 3 et 50% également pour la fenêtre 4. Voilà pour le deuxième niveau d'ajustement. Troisième et dernier niveau d'ajustement donc, va concerner la nature des cibles et donc ne concerne uniquement que le domaine 2. Il y a une petite erreur encore sur la slide, c'est le domaine 2 biologie. Donc l'alimentation en compte-rendu de biologie médicale donc, pour le DMP. Et donc, il a été, après le bilan de la fenêtre 1, il a été constaté des difficultés pour les établissements d'alimenter le DMP en compte-rendu au format CDA R2 niveau 3. Et donc, pour les fenêtres 2, 3 et 4, le format CDA R2 niveau 1 sera accepté. On n'oublie pas que l'objectif collectif reste quand même la production de compte-rendu au format CDA R2 niveau 3. Néanmoins, compte tenu des difficultés notamment liées aux éditeurs, le niveau 1 sera accepté pour les fenêtres 2, 3 et 4. Est-ce qu'il y a des questions liées à ce plan d'ajustement ?
Attends, parce que du coup, je suis en train de répondre aussi à quelques questions, notamment qu'on va revoir par la suite. Je pense que on va, sur la partie justification de l'atteinte des cibles, on reviendra sur certaines des questions qui seront posées en ce moment. Par contre, sur ce que tu viens de présenter, il y a effectivement une question sur le bonus compte rendu opératoire et le bonus reprise de l'historique qui n'apparaissait pas sur la slide que tu as présenté juste avant, qui sont les domaines 1 DS 1.3 et DS 1.4, qui sont donc des bonus, où effectivement, donc là, les deux, celui du bonus compte rendu opératoire est calé avec le domaine 1, DS 1.1 de la lettre de liaison de sortie, et donc est ajusté de la même manière, hein, n'est-ce pas, Samia? Et, oui, voilà. Et sur le bonus reprise de l'historique qui était fixé à 50%, il n'y a pas eu d'ajustement. Effectivement, on pourra le rajouter dans la slide, les deux bonus du domaine 1. En tout cas, voilà, pour le bonus compte rendu opératoire, CRO, c'est bien aligné avec les ajustements qui ont été faits sur la lettre de liaison de sortie, c'est-à-dire à 55%. Il n'y a pas d'autres questions. Enfin, n'hésitez surtout pas à poser vos questions plutôt dans l'onglet de questions. Je vois qu'il y en a quelques-unes dans le chat, avec notamment la question pour la biologie, que devons-nous réellement envoyer? Alors, pour la biologie, vous devez donc alimenter, pour respecter l'indicateur du domaine 2, vous devez alimenter le DMP en compte-rendu de biologie au format CDA-R2 niveau 1 ou niveau 3. Ah oui, après, il y a une question sur est-ce que c'est des comptes rendus, peut-être, j'essaye de comprendre hein, la phrase, c'est partiel ou complet. Est-ce que c'est tous les bilans durant l'hospitalisation? Alors, partiel ou complet, je ne suis pas certaine qu'on fasse cette différence dans le cadre du programme SUNES. Mais il faut que ça soit bien validé par le... Ça sera de toute façon, mais de toute façon, ça sera validé par le biologiste, hein, si je comprends bien la question. C'est des comptes rendus parfois partiels parce qu'on a des analyses spécialisées qui prennent un petit peu plus de temps. N'hésitez pas à compléter dans le chat hein, pour la personne qui a posé la question si je réponds à côté de la plaque. Hein. Et donc, en ce qui concerne donc, les domaines 2 et 3, on vise les comptes rendus donc, qui sont édités dans le cadre des séjours et des actes de consultation externe. Je pense qu'on peut continuer et on poursuivra s'il y a des questions. Oui. Voilà, il y avait d'autres sujets pour aujourd'hui. Non, sinon on avait simplement... C'est bon. Ok. Du coup, je passe à la suite. Donc, là, je vais vous présenter 6 remarques globales qui vont concerner l'intégralité du programme SUNES volet 1 et volet 2. Donc, la première remarque qui concerne les certificats serveurs, et je vais peut-être laisser Nolwenn, si elle est toujours avec nous, présenter cette diapo. Oui, alors, j'essaye de couper le son à côté, excusez-moi. Hop, je vais faire autrement. Voilà. Oui, pardon, je suis avec vous. Alors, un petit mot de rappel, d'explication sur le fonctionnement des certificats serveurs qui sont utilisés pour l'identification électronique des établissements, notamment pour l'envoi, enfin alors c'est pour l'appel au téléservice, mais également pour l'envoi des documents au DMP. Donc, il y a plusieurs certificats qui doivent être commandés. Dans le cas du téléservice INSI, c'est un certificat qui doit avoir un nommage spécifique, donc il est vraiment identifié comme étant le certificat d'identification électronique qui permet d'appeler le téléservice INSI. Les autres certificats peuvent être mutualisés pour différents usages. Tous ces certificats sont commandés à l'ANS en précisant lors de la commande ou de la contractualisation un numéro FINES. Et c'est autour de ce numéro FINES qu'il peut y avoir des questions et que les règles ont été réadaptées avant l'été pour
préparer l'avenir et aussi pouvoir identifier les envois au DMP sur les mêmes identifiants ou des identifiants qui permettent de retrouver les établissements inscrits dans SONES. Donc, les règles dans les grandes lignes, c'est que pour les établissements de santé publics et les groupes de dialyse, donc qui sont identifiés dans le programme SONES par leur finesse juridique, ces établissements-là peuvent commander des certificats sous le finesse juridique de leur structure. S'ils ont néanmoins déjà un certificat sous un finesse géographique, celui-là peut être mutualisé pour l'ensemble des sites géographiques de la structure et passer par le même chemin, si tant est que l'architecture du système d'information corresponde. Et c'est dans ce cas-là le choix de l'établissement. Sinon, s'il y a plusieurs certificats géographiques avec plusieurs finesses géographiques, nous, on refera, enfin, dans le cadre de SONES, on refait le total des envois au DMP. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que ça peut être un certificat unique sous un seul finesse, qui est le finesse a priori juridique, mais il n'y a pas obligation de recommander si vous aviez déjà la commande et l'usage de certificats géographiques. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir mutualiser au niveau juridique. Ce n'est pas le cas pour les établissements de santé privés, pour lesquels l'identification doit se faire toujours au niveau du finesse géographique. Et donc là, on est vraiment sur des certificats qui identifient l'établissement au niveau de son finesse géographique et qu'on ne peut donc pas mutualiser sur plusieurs sites. On rappelle aussi que le plus haut niveau de mutualisation, quand c'est autorisé, donc selon les cas que je viens de citer, c'est la personne morale. Et donc un GHT n'ayant pas de personne morale, on ne peut pas mutualiser des certificats qui identifient les établissements au niveau GHT. On doit bien garder ce niveau d'entité juridique et pas aller au-delà, enfin au niveau, entre guillemets, au-dessus, que serait d'un regroupement pour mutualiser les certificats d'identification électronique. Voilà, grosso modo, ce que je pouvais vous dire. On rappelle juste aussi que dans un avenir de plus en plus proche, qui devrait être début du deuxième trimestre 2023, le système du DMP évoluera pour qu'on puisse différencier, en fait, préciser l'établissement émetteur au niveau des métadonnées du message qui est envoyé donc, par document, tout en ne touchant pas au certificat et au finesse juridique du certificat. Mais ce n'est pas encore, de toute façon, pour le moment en production. Mais ça viendra bientôt et ça permettra de répondre aux demandes de suivi plus fin au niveau du DMP, que ce soit pour savoir quel est l'établissement qui a envoyé le document, mais également pour tout ce qui est traitement statistique derrière. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les certificats. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ce sujet. Je vais regarder dans le chat et je vais y répondre. Merci beaucoup, Nolwenn. Du coup, donc voilà la deuxième remarque générale en ce qui concerne le programme SONES, donc est liée donc pour rappel, donc il existe l'arrêté du 26 avril 2022 qui donc liste les documents soumis à l'obligation d'envoi vers le DMP et par MSS prévus donc les documents donc qui sont à obligation d'envoi donc via ces deux systèmes, et donc en précisant pour chaque type de document la date à partir de laquelle cette obligation entre en vigueur. Donc, c'est un arrêté qui vient compléter la liste des documents déjà soumis à l'obligation de versement au DMP ou d'envoi par messagerie sécurisée. Il concerne pour l'instant les médecins et les biologistes. Donc, je pense que cette diapo répond à quelques questions que j'ai pu voir dans le chat. Donc, les documents référencés avec une INS qualifiée. Donc, on parle donc de l'arrêté du 27 mai 2021 qui porte approbation des modifications apportées au référentiel Identité nationale de santé et qui décrit les conditions et modalités de mise en œuvre de l'obligation de référencement des données de santé avec l'INS. Donc, à ce titre, il est nécessaire pour atteindre les usages du volet 1 alimentation du DMP, donc pour les documents PDF, hors ordonnance de sortie, donc pour les documents PDF d'intégrer l'INS et le data matrix. Pour le document CDA, donc encapsulant ce PDF, l'entête doit intégrer 7 INS qualifiés suivant le référentiel CISIS
Et voilà. Donc, du coup, le cartouche et le data matrix, donc, pour rappel, sont deux objets différents qu'il convient de retrouver sur les documents de santé. Le cartouche va correspondre donc au modèle de présentation des traits obligatoires que l'on doit retrouver sur les documents de santé. Et le data matrix, lui, correspond au QR code. Comprendre la notion de séjour. Donc, les indicateurs du domaine 1, donc, liés au document de sortie, basent leur calcul sur la notion de séjour. Lors des travaux de co-construction des indicateurs avec les fédérations hospitalières, il a été demandé de proposer des définitions nationales adaptées aux différents types de prise en charge. Donc, ceci s'est traduit par la définition de séjour par activité. Donc, pour les activités MCO et SSR, un séjour se caractérise par une date d'entrée et une date de sortie. Pour les activités psy, un séjour est caractérisé par une date d'entrée et une date de sortie et peut comprendre plusieurs venues du patient. Pour les activités HAD, la notion de séjour, donc, ce sont les séjours de patients adultes hospitalisés au moins 8 jours. Pour les activités de radio et de chimiothérapie, le séjour donc, est une succession d'au moins 3 séances en moins de 3 mois. Et pour les activités MRC dialyse, donc, le séjour couvre une période de 4 mois au cours de laquelle ont eu lieu au moins 3 séances de dialyse au sein de la même structure juridique. Une question qui nous revient également souvent par mail, c'est les passages aux urgences et les consultations externes doivent-ils être pris en compte pour les séjours à comptabiliser? Donc, indicateur par indicateur. Donc, pour le domaine 1, donc, l'alimentation, document de sortie. Donc, les passages aux urgences qui ne donnent pas lieu à une hospitalisation ne sont pas intégrés dans les séjours à comptabiliser. Pour les indicateurs des domaines 2 et 3, donc biologie et imagerie. Les indicateurs à prendre en compte sont ceux réalisés dans le cadre de séjours et des actes de consultation externe. Pour les indicateurs du domaine 4, donc l'utilisation de la MSS, les messages à prendre en compte sont ceux produits dans le cadre de séjours. Pour rejoindre ce qu'a dit Nolwenn concernant les certificats serveurs, donc l'alimentation du DMP et les API. Donc, les documents à alimenter dans le DMP pour atteindre les cibles d'usage au sens du programme SONES doivent être référencés avec une INS qualifiée au niveau du PDF et des entêtes CDAR2 pour toutes les fenêtres de financement du programme SONES. À savoir que, d'un point de vue technique, l'utilisation de l'INS qualifiée pour alimenter le DMP n'est pas obligatoire lors de l'appel au téléservice DMP. Néanmoins, il est fortement, très fortement même recommandé d'alimenter le DMP uniquement exclusivement via l'API V2 en utilisant l'INS qualifié car, pour deux choses. La première, c'est qu'alimenter le DMP de documents référencés avec une INS à partir de l'API V1, donc avec INS calculé, est très complexe, risqué, non pérenne, non testé ni validé par la CNAM et le GIE Sésame Vital, et donc ne devrait pas être envisagé par les établissements. En effet, il est nécessaire de gérer en parallèle dans le système d'information hospitalier au moment de l'alimentation du DMP 2 identités patients, une avec l'INS qualifiée et une avec l'INS calculée. Le fait de qualifier des INS implique donc pour ces raisons de recourir à l'API V2 du DMP. En cas d'erreur ou de problème avéré introduit par les éditeurs en post-homologation, la CNAM ne pourra pas être tenue responsable de ces anomalies rencontrées. Le deuxième point, c'est que l'API V1 et l'API V2 sans INS qualifié, donc toutes les versions inférieures strictement à la V2.4, seront définitivement arrêtées le 28 avril 2023. Lors du précédent webinaire, on vous avait annoncé donc une date en fin 2022. Là, nous avons eu la date officielle par la CNAM, donc ce sera le 28 avril 2023. Donc, c'est très bientôt. L'INS qualifié avec application de l'ensemble des règles d'identité-vigilance donc apporte un niveau de garantie élevé sur le fait d'alimenter le DMP du bon patient. Donc, c'était la dernière remarque sur ces parties, donc des remarques générales sur le programme SONES. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors oui, dans le chat, il y a quelques questions. Si je reviens sur les séjours, et notamment les séjours et les urgences. Donc, est-ce que la remarque concernant les urgences vaut également pour d'autres types de réhospitalisation temporaire courte, mais quand même programmée, par exemple une consultation 2 jours en MCO alors qu'hospitalisée en SSR ?
Alors, pour moi, on est bien sur le fait que, mais je te laisse peut-être répondre, Samia, on est bien sur le fait que ce soit des séjours, donc des séjours programmés dans le cadre du programme SUNES. Donc, à partir du moment où il est programmé et qu'il y a effectivement un séjour côté SSR, mais on peut investiguer plus en avant, Samia. Oui, j'aurais bien aimé lire la question. Tu peux me la reciter parce que je ne la trouve pas là dans le chat. Elle est dans les questions. En fait, il y a 2 onglets pour tout le monde. Ouais. Il y a un onglet chat et un onglet questions. C'est la dernière de l'onglet questions. Est-ce que la remarque concernant les urgences vaut également pour d'autres types de réhospitalisation temporaire, courte, mais quand même programmée. Donc, temporaire, courte, programmée. Par exemple, une consultation 2 jours en MCO alors qu'hospitalisée en SSR. Après, là, on est bien sur la partie volet 1. On est sur des séjours. Donc, si c'est une consultation, il n'est pas compris dans le Non, mais là, je pense je pense que, alors si je comprends bien la question, c'est dans le cadre d'un patient qui est donc en longue durée, donc en SSR, et qui donc est transféré dans le cadre d'examens complémentaires ou pour raison de santé, transféré 2 jours en MCO. C'est ça. Est-ce que cela compte de nouveau comme un séjour? Je pense que c'est la question. Il y a d'autres questions sur le SSR. Je les cite, mais on va on verra. Voilà, on reviendra peut-être vers vous. Mérite, peut-être qu'on y réfléchisse un petit peu. On fera peut-être une réponse. Ouais. Mais si c'est une consultation, voilà, c'est la différence. Par contre, si c'est une hospitalisation donnant lieu à un document de sortie, évidemment, cela réintègre la notion de séjour. Il y a une autre question autour des SSR, donc je les groupe. S'agit-il des sorties définitives ou des sorties administratives? Quid des SSR qui réalisent des accueils du lundi au vendredi? Et il n'y a pas de document de sortie réalisé pour ces sorties administratives. Pouvez-vous donc confirmer que ces sorties ne rentrent pas dans les cibles? Donc là, on est effectivement, si c'est un séjour avec une sortie administrative seulement qui ne donne jamais lieu à un document de sortie, Samia, tu me corriges, mais pour moi, effectivement, ils ne sont pas à prendre dans le calcul des indicateurs dans le dénominateur en tant que séjour. Tout à fait. Voilà, il y a d'autres questions autour de à quoi correspond le nombre de séjours pour les dénominateurs de la messagerie citoyenne. Comme c'est le focus de ce webinaire, la partie justement volet 2, domaine qu'on appelle aussi domaine 4 sur la messagerie sécurisée de santé, je vous propose qu'on revienne sur cette question-là au moment où on présente l'ensemble de ces éléments, qui est la prochaine partie. Donc, je te propose, Samia, même si on n'a pas encore tout répondu, de poursuivre et on continuera les questions auxquelles on n'a pas répondu après. Oui. Donc, donc on a voulu que ce webinaire soit focus sur les indicateurs d'usage du volet 2. Donc, le volet 2, donc, qui est l'usage de la messagerie sécurisée de santé, donc, qui comporte 3 indicateurs, 2 indicateurs quantitatifs, un indicateur qualitatif. Donc, le premier indicateur qui est le DS 4.1, qui est donc l'envoi de documents de santé aux correspondants de santé via la messagerie sécurisée de santé professionnelle. Le 4.2 qui est donc l'envoi de messages aux patients via la messagerie sécurisée de santé citoyenne. Et le 4.3 qui est donc l'indicateur qualitatif, qui est donc la présentation de la messagerie sécurisée citoyenne en CME. Et donc, il faut bien atteindre les 3 indicateurs pendant la même fenêtre de financement pour financer le domaine 4. Ce sont des indicateurs solidaires. Donc, premier indicateur, le 4.1 pour la messagerie professionnelle. Donc, pour cet indicateur, il faut au moins un document de santé concernant le séjour du patient qui a été transmis à un correspondant de santé via la MSS Pro. Le document envoyé par message via la MSS Pro doit au préalable répondre à 2 conditions. La première condition, ce sera d'intégrer l'INS qualifié des patients et être au format CDA encapsulé dans une enveloppe IHE-XDM. Et la deuxième condition, il y avait peut-être eu un petit raté sur... Ah non, ce sont les 2 conditions, pardon, excusez-moi. Donc, intégrer l'INS qualifié. La deuxième condition, c'est être au format CDA.
Deuxième chose, les ES peuvent transmettre des documents d'intérêt de leur choix dès lors qu'ils servent la coordination des parcours de leurs patients. Donc ça, ça répond, je pense, à plusieurs questions qui ont été posées dans l'onglet questions et dans le chat. Et enfin, les pouvoirs publics rappellent que les types de documents Ségur sont à prioriser dans les documents à transmettre par MSS Pro. Pour rappel, ces types de documents sont les suivants: la lettre de liaison de sortie, les ordonnances de sortie, les comptes rendus opératoires, les comptes rendus des examens de biologie médicale et les comptes rendus des examens d'imagerie. Donc, la modalité de calcul, c'est le calcul du taux au niveau local par l'établissement à l'émission. Donc, le nombre de correspondants équipés du MSS Pro auxquels les documents de santé référencés avec une IS qualifiée et au format CDA ont été transmis, sur le nombre de correspondants équipés d'une MSS Pro concernés par la venue du patient. Et le calcul du taux par le niveau national pour vérification à la réception donc, de votre calcul au niveau local établissement. Ce sera donc le nombre de correspondants équipés d'une MSS Pro auxquels des documents ont été transmis, sur le nombre de correspondants équipés d'une MSS Pro concernés par la venue d'un patient. Donc, quels sont les types de documents qui sont envoyés par la MSS Pro? Donc, j'ai répondu à cette question donc, juste avant dans la slide précédente. Que recouvre la venue d'un patient dans l'intitulé de l'indicateur? Donc, la venue d'un patient fait référence au séjour d'hospitalisation. Que veut dire la notion de correspondant concerné par la venue d'un patient? On entend par là les correspondants pour lesquels la transmission des documents produits lors du séjour présente un intérêt. En d'autres termes, il ne s'agit pas de transmettre à tous les correspondants du cercle de santé du patient, mais uniquement aux correspondants de santé concernés par les documents produits dans le cadre du séjour. Et à minima, il faudrait cibler les médecins traitants et ou les médecins prescripteurs. Dénombre-t-on le nombre de messages transmis par MSS Pro pour cet indicateur? Non. Côté établissement, on est bien sur la recherche du nombre de correspondants de santé ayant une MSS Pro, à qui on a transmis des documents de santé référencés avec une INS qualifiée au format CDA. Comment identifie-t-on les correspondants équipés d'une MSS Pro en lien avec les séjours? C'est à l'établissement de mettre en place les requêtes qui lui permettront d'identifier pour chaque séjour les correspondants de santé pour lesquels il y a un intérêt à transmettre les documents du séjour, à minimum médecin traitant et prescripteur, et regarder si ces correspondants est une MSS. 2 filtres doivent être appliqués. Le premier, c'est correspondant concerné par la venue du patient, et le deuxième, les correspondants équipés d'une MSS professionnelle. Voilà, ce sont les questions principales pour lesquelles nous sommes sollicités au niveau national et pour lesquelles également vos ARS sont sollicités dans le cadre de cet indicateur 4.1. Pour l'indicateur 4.2, donc qui est l'usage de la MSS citoyenne. Donc, un message en lien avec le séjour a été envoyé au patient via la MSS citoyenne avec ou non un document de santé en pièce jointe. Donc, la pièce jointe n'est pas obligatoire pour cet indicateur. Si un document de santé est transmis en pièce jointe, il devra être référencé avec une INS qualifiée. La modalité de calcul au niveau de l'établissement, donc le calcul du taux au niveau local par l'établissement, et le calcul du taux. Est-ce qu'on m'entend toujours parce que j'ai une coupure d'Internet? Oui, on t'entend toujours. Ouais, c'est un peu haché, mais a priori, on t'entend encore. J'ai eu une coupure là de VPN. Bon, c'est revenu. Calcul du taux par le niveau national pour vérification, donc à la réception. Donc, le nombre de patients à qui des messages ont été envoyés par l'établissement via la MSS citoyenne sur le nombre de séjours. Donc, quelques exemples d'usages qui concernent donc cette MSS citoyenne qui ont été déployés par les établissements pilotes. Donc, des usages pour la transmission des documents de sortie, comme le partage de la lettre de liaison, des ODS, des comptes rendus opératoires, des comptes rendus de consultation, comptes rendus d'examen et certificats médicaux, les envois de certificats médicaux, des usages médico-administratifs, donc l'envoi des convocations et confirmations de rendez-vous, envoi des rappels de rendez-vous, envoi d'un lien vers le questionnaire de satisfaction, etc. Des usages de suivi médical, donc par exemple le suivi post-opératoire, l'adaptation des ordonnances suite à de nombreux résultats d'examen et d'envoi des ordonnances vers la messagerie de mon espace santé, le suivi d'une plaie avec l'envoi de photos, l'envoi des conduites à tenir ou recommandations suite à une prise en charge, notamment une intervention, une opération, l'ouverture de la discussion pour que des patients puissent poser
leurs questions à leurs professionnels de santé, notamment en cas de prise en charge impliquant plusieurs venues. Voilà, c'est des exemples qui avaient été relevés lors de la phase pilote pour cet indicateur. Tu voulais que je prenne cette slide peut-être comme tu veux, Samia? Comme tu veux, si tu préfères, il n'y a pas de... Non, pas de souci. C'est juste que je l'ai rajouté également. C'était sur parce qu'il y avait certaines personnes qui posaient, même si maintenant on a fait pas mal de communication, mais il peut rester encore des questions sur la création de l'adresse de messagerie et justement comment récupérer cette INS. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça, mais c'est bien de pouvoir échanger. Et donc on a bien le matricule ins@patient.mssanté.fr qui permet de s'adresser à un patient. Pour rappel, c'est bien sûr c'est à l'initiative du professionnel de santé ou de l'établissement de créer un canal de communication entre le patient et l'établissement et le professionnel de santé. Et le patient ne peut, pour l'instant, d'ailleurs, c'était une forte demande de l'équipe médicale, ne peut pas s'adresser directement à un établissement ou un professionnel de santé. Il faut avoir commencé d'abord la discussion avec lui, avec le patient. À savoir que il y a une dérogation. Normalement, on s'adresse à ce patient qu'à partir du moment où on a vraiment qualifié son INS. Néanmoins, pour un certain nombre de cas d'usage que vient de notamment citer Samia sur la préadmission, où l'INS n'a pas encore été qualifié, on a mis en place une dérogation de s'adresser seulement au patient avec juste son adresse email, le matricule INS qu'on peut récupérer via le téléservice. Voilà. Et cette dérogation a été donnée jusqu'à la fin 2022 et elle est reconduite pour jusqu'à la fin de 2023. Voilà pour cette slide. Je te laisse poursuivre et je regarde, je crois qu'il va y avoir quelques questions dans le chat. Merci beaucoup, Clara. Du coup, voilà, également quelques questions qui nous sont remontées de la part de vos ARS ou en direct auprès de nous. Doit-on transmettre des documents en pièce jointe pour l'indicateur MS citoyenne ou un simple message peut-il être comptabilisé? Donc, un message en lien avec le séjour, avec ou sans pièce jointe peut être comptabilisé. La pièce jointe n'est pas obligatoire. Simplement, s'il y a une pièce jointe, elle devra être référencée avec une INS qualifiée. Et enfin, donc en termes de pièce jointe, l'indicateur ne stipule pas le type de document à transmettre. Cela est validé par la CME. Qu'est-ce qui est attendu comme pièce justificative pour l'indicateur CME? L'attestation de la présentation au CME ou partie de compte-rendu concerné par la CME avec mention d'usage pressenti et modalité d'envoi en amont du séjour ou en aval du séjour. Une présentation type vous est proposée pour utilisation dans vos établissements, retrouvée dans la boîte à outils Mon Espace Santé sur le site de l'ANS. Question encore, c'est si l'établissement envoie un mail unique adressé à 2 destinataires, un professionnel et un patient, comment comptabilise-t-on ce message et comment il sera décompté au niveau des statistiques nationales? Donc, il faut bien dénombrer que 2 correspondants différents à qui on adresse un mail, un professionnel et un patient. Au niveau national, nous sommes capables de distinguer les correspondants professionnels des correspondants patients. Si le patient n'a pas activé son espace santé, est-ce qu'on ne doit pas comptabiliser son séjour? L'établissement ne prend pas en compte dans son calcul d'indicateur le statut activé ou non de la MSS citoyenne et les rejets reçus. Ainsi, tous les séjours sont concernés par cet indicateur. Quand les statistiques MS Santé sont disponibles, les statistiques sont mises à jour mensuellement sur la page hôpital du site de l'ANS. Est-ce que tu as réussi à répondre à la majorité des questions, Clara, ou il y a éventuellement des questions qu'on peut citer à l'oral? J'étais en train de parler en mute, pardon. Oui, il y en a quelques-unes qu'on peut prendre à l'oral. Ça serait, je pense, utile pour repartager avec tous les participants. Il y a une question, c'est si le prescripteur fait partie de l'établissement, faut-il quand même lui envoyer le document par MSS?
Du coup, ça, est-ce que tu peux Ah oui, a priori non. Hein. C'est effectivement, hein, si le prescripteur est au sein de l'établissement, on parle bien des correspondants de santé extérieurs à l'établissement et on fait aussi le filtre hein, sur le fait que ce prescripteur a ou non une MSS. Donc, c'est dans ce cas-là précis où le prescripteur fait partie. Voilà, c'est vraiment, on est quand même dans une optique de faire partager, hein, si on revient à l'objectif du Ségur, hein, c'est bien de faire circuler la donnée de santé pour que l'ensemble des personnes concernées et des parties prenantes aient l'information. Là, si l'établissement a déjà informé le prescripteur, voilà, en termes métiers, il n'y a pas cette nécessité de l'envoyer. Par contre, généralement, le médecin traitant ne sera pas dans l'établissement et donc il faut lui envoyer. Donc, voilà, ça permet aussi de circuler cette information. Il y a une autre question sur les adresses MSS que beaucoup de médecins ont encore ApiCrypt. Alors, et que ces adresses sont interopérationnelles. Peut-on alors adresser ces documents sur les adresses ApiCrypt, pardon. Et donc là, c'est bien qu'il y a une différence hein, entre ApiCrypt V1, donc la première version, et V2. C'est la V2 qui est bien intégrée dans l'espace de confiance de la MS Santé. Donc, c'est à ce moment-là que, effectivement, il y a une adresse MS Santé et donc qu'on peut lui envoyer effectivement un message. Mais il faut bien hein, qu'on est bien dans l'espace de confiance et que l'ensemble des clients de messagerie répondent au cahier des charges et au référentiel client de messagerie défini par l'ANS. Et d'ailleurs, j'en profite hein, pour dire que dans le cadre du Ségur, il y a en ce moment un financement pour les opérateurs de messagerie, messagerie sécurisée, qui pour justement déployer une API plus universelle et que derrière, sur la vague 2 du Ségur, c'est bien aussi d'avoir une mise à jour du client de messagerie pour permettre l'ensemble de ces échanges. Donc ça, c'est un travail en cours. J'en profite pendant cette question. Alors après, il y a d'autres questions sur la partie MS citoyenne. Comment faire pour que le patient ne puisse pas répondre ? On a essayé de mettre le mot « fin » en objet, mais ça n'a pas apparemment fonctionné pour cet établissement. Donc effectivement, hein, dans le cadre de la messagerie citoyenne, il est possible d'envoyer d'abord un premier message au patient. Si on souhaite qu'il poursuive la discussion et qu'il nous renvoie des informations, alors le canal a été ouvert et il peut répondre. S'il est souhaité par l'établissement qu'il n'y ait pas de réponse à ce message, il est possible de renvoyer un message permettant de mettre fin et de clôturer, là où du coup, dans son espace santé, le patient verra que l'établissement a mis fin à la conversation. Et donc normalement, alors du coup, ça dépend si qu'est-ce que vous avez mis exactement, mais c'est effectivement de mettre le mot « fin » en objet du mail. Là, peut-être il y a eu des difficultés techniques, mais on ne va pas les résoudre pendant ce webinaire. Peut-être vous pouvez vous réadresser à nous par ailleurs si vraiment ça n'a pas marché. Alors, d'autres questions? Ah oui, alors il y a la fameuse question, n'y a-t-il pas de doublon d'usage en alimentant le DMP et en envoyant les mêmes documents sur la MSS citoyenne? Tu veux que je prenne, Samia? Oui. Ouais. Alors, effectivement, aujourd'hui, pour les documents de sortie, et Samia le rappelait en introduction sur l'arrêté du 26 avril fixant l'ensemble des documents qui sont à envoyer à la fois donc alimentés au DMP, envoyés par messagerie sécurisée de santé aux professionnels et par messagerie citoyenne aux patients. Là, ces éléments, donc cet arrêté définit un certain nombre de documents à envoyer à la fois au DMP et par messagerie citoyenne. Après, pour les autres, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a beaucoup d'autres usages où il y a à privilégier le DMP
ou la messagerie citoyenne. Aujourd'hui, on est vraiment il y a un usage différent des patients entre le DMP d'un côté et la messagerie citoyenne qui permet justement d'avoir une information directement dans sa boîte de messagerie, là où il y aura, ça sera plus un stockage documentaire dans le DMP. Donc, les usages sont vraiment différents entre ces dans ce doublon d'envoi entre les deux. Et soit dit en passant, c'est aussi demandé par la loi. Le patient reçoit-il un message d'alerte automatique lorsque un document est déposé sur son DMP? Oui, en effet, il y a une notification qui est envoyée au moment où un professionnel de santé accède à son DMP dans l'interface Mon Espace Santé et quand un document a été déposé. Alors, désolée, j'enchaîne un petit peu, mais c'est pour essayer d'en avoir le plus possible. Comment sait-on que l'adresse API Crypt est en API V2? Effectivement, en fait, c'est tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a posté le lien de l'annuaire de santé dans le chat, donc pas dans la partie question, mais dans le chat. Et effectivement, on y retrouve ici l'ensemble des correspondants et de leurs adresses qui sont dans l'espace de confiance MS Santé. Alors, est-ce que... Alors, il y a une discussion entre participants dans le chat, donc je propose... Alors, comment fait-on pour qualifier un INS pour l'envoi via MS Santé? Alors là, c'est la qualification de l'INS qui est dans les référentiels d'identité, qui est ensuite effectivement, comme le répond un des participants, propagé au logiciel métier. Et c'est ce que à la fois rend possible le référencement du programme Ségur SONS et qui est financé par l'État. Et il y a vraiment ce besoin d'un flux entre les différents logiciels pour que derrière puisse être envoyé effectivement les documents, générer le document avec l'INS qualifié et ensuite envoyé par MSS. Là, je crois qu'on a traité toutes les questions liées à la MSS. Je vais revérifier. On peut peut-être passer au volet 2, au volet 1 du coup, si tu es prête, Samia. Oui. Donc, la présentation des indicateurs d'usage du volet 1, donc ce volet 1 qui concerne donc l'alimentation du DMP. Est-ce qu'on entend toujours? Je suis désolée de demander cette question, mais oui. J'ai des coupures de VPN. Oui, effectivement. C'est bon. Donc, le volet 1 qui est consacré donc à l'alimentation du DMP donc, en document de sortie, en compte-rendu de biologie et en compte-rendu d'imagerie. Donc, pour que les types de documents qui sont transmis au DMP par les établissements soient identifiés correctement par la CNAM, l'établissement doit respecter les types codes d'alimentation du DMP décrits dans la matrice d'habilitation du DMP. Par ailleurs, vous trouverez également dans le guide des indicateurs d'usage les types codes attendus par indicateur du domaine 1. Pardon. Donc, pour le premier domaine, donc l'alimentation en document de sortie, donc premier indicateur, l'alimentation du DMP en lettres de liaison. Donc, c'est le taux de séjour pour lequel le DMP est alimenté d'une lettre de liaison au format CDR2 niveau 1 et comprenant une INS qualifiée, le type code attendu est le 11490-0. Pour le deuxième indicateur du domaine 1, donc l'alimentation du DMP en ordonnance de sortie, donc le taux de séjour pour lequel le DMP est alimenté d'au moins une ordonnance de sortie au format CDR2 niveau 1 et comprenant une INS qualifiée, les types codes, donc là la liste n'est pas exhaustive, donc vous avez tous les types codes liés à des ordonnances de sortie, donc 57833-6, etc., etc. L'alimentation du DMP en compte-rendu opératoire, donc le bonus qu'on appelle aussi bonus CRO, donc qui est le taux de séjour pour lequel le DMP est alimenté d'un compte-rendu opératoire au format CDR de niveau 1 et comprenant une INS qualifiée. Le type code attendu est le 34874-8. Pour le domaine 2 consacré à la biologie médicale, donc ça sera le taux de compte-rendu de biologie médicale structuré au format CDR de niveau 1 ou niveau 3
transmis au DMP avec une INS qualifiée. Le type code attendu est le 11502-2. L'alimentation du DMP en compte-rendu d'imagerie. Donc, c'est le taux de compte-rendu d'imagerie structuré au format CDR de niveau 1, transmis au DMP avec une INS qualifiée. Et donc, le type code associé est donc le 18748-4. Si un compte-rendu d'hospitalisation, donc là, je fais le focus sur les lettres de liaison. Donc, si un compte-rendu d'hospitalisation intègre les éléments de contenu exigés dans la lettre de liaison, alors il peut être considéré comme une lettre de liaison de sortie. En revanche, pour être comptabilisé en tant que lettre de liaison de sortie dans le DMP au niveau des statistiques nationales fournies par la CNAM, l'établissement devra respecter le code d'alimentation du DMP de la lettre de liaison, qui est donc le 11490-0. Ça, c'est quelque chose pour lesquels des établissements ont eu quelques difficultés dans la fenêtre 1, où il y a eu des erreurs de typage entre les CRH et les LDL. Il y avait une piste de rattrapage qui avait été proposée uniquement applicable à la fenêtre 1 et qui ne sera pas applicable aux fenêtres 2, 3 et 4. Donc, soyez vigilants à ce que l'alimentation du DMP en LDL soit bien sur le type code nécessaire et correspondant donc à la LDL. Donc, la thématique maintenant, ça va être de dénombrer les DMP existants. Donc, il est rappelé que les indicateurs du domaine 1, donc l'alimentation du DMP en document de sortie, doivent considérer en dénominateur tous les séjours de patients avec DMP existants, que les patients aient ou non une INS qualifiée. Donc, il convient de retirer du périmètre de calcul les patients ne pouvant pas avoir d'INS, par exemple les patients étrangers, et les patients qui s'opposent à l'alimentation de leur DMP pour un motif légitime au moment de leur séjour. Donc, depuis la conférence de presse du 3 novembre dernier en présence du ministre, nous avons eu un bilan du déploiement de mon espace santé sur le territoire et il en ressort que moins de 2% des usagers se sont opposés à la création de leur compte. On considère donc aujourd'hui que 98% des assurés disposent d'un compte Mon Espace Santé et donc d'un DMP existant. Pour le programme SUNES, les établissements peuvent donc utiliser le taux de 98% pour calculer le nombre de séjours avec DMP existants. Pour ce faire, ils peuvent, sur leur mois d'observation, proratiser leur nombre total de séjours avec le taux de 98%. Je pense que ça, c'est quelque chose qui va vous soulager puisque ça avait été assez compliqué lors de la première fenêtre de dénombrer les DMP existants. Aujourd'hui, vous pouvez partir du principe que 98% des DMP sont ouverts pour les assurés. Donc, le DMP, la non-opposition du patient et le DMP pour les patients décédés. Donc, ça aussi, c'est des questions qu'on a eues dans le chat. Donc, le consentement du patient n'est pas nécessaire pour l'alimentation de son DMP. Les professionnels de santé doivent en revanche informer les patients de l'alimentation de leur DMP. Cette information n'est à donner qu'une seule fois dans le cadre du suivi du patient. Il est à noter qu'un patient peut s'opposer à l'alimentation du DMP sur motif légitime après qu'il ait été informé de ses droits. Et ces obligations sont définies dans l'article 1111-15 du CSP et dans l'ART du 26 avril 2022. Des fiches mémo ont été réalisées pour vous accompagner dans la compréhension des règles applicables en matière d'information patient vis-à-vis de Mon Espace Santé. Vous aurez le support et donc avec le lien vers ces fiches mémo. En ce qui concerne les DMP des patients décédés, donc ces DMP ont vocation à être clôturés. Ainsi, pour les patients décédés, il conviendra de privilégier la MSS Pro pour échanger des documents de santé. Et dans le cadre du programme SUNES, les séjours donnant lieu à des décès sont à retirer du périmètre du calcul. Toujours sur le domaine 1, donc ce domaine qui a deux indicateurs bonus. Donc le premier bonus, c'est la reprise le premier bonus, c'est l'alimentation en compte rendu opératoire et le deuxième bonus, c'est la reprise de l'historique. Donc sur ce bonus reprise de l'historique, quel est le niveau de profondeur de reprise? Pour intégrer un maximum de situations, la durée retenue pour le calcul de l'indicateur bonus est de 5 ans. S'il est indiqué de viser une profondeur historique la plus longue possible, elle peut être ajustée à la baisse par les établissements de santé en fonction de leurs caractéristiques propres. Par exemple, la date d'informatisation, la date de mise en place de nouveaux processus d'identitovigilance, etc. Et être adaptée en fonction des types de services et des pathologies des patients. Par exemple, avec une profondeur historique plus importante en cancérologie et pour certaines maladies chroniques. Quels sont les documents alimentés au DMP pour la reprise d'historique?
la reprise d'historique n'est pas fléchée spécifiquement sur une typologie de documents. Il est recommandé de verser au DMP les documents de synthèse en priorité. Le bonus peut s'appliquer aux comptes rendus d'hospitalisation, aux lettres de liaison ou tout autre document tel que les comptes rendus de biologie ou d'imagerie qui seraient pertinents pour être transmis au DMP. Le data matrix INS doit-il être intégré au document antérieur? Il ne doit pas y avoir de modification de ces documents. Si les documents sont antérieurs à l'intégration de l'INS, il n'y aura pas lieu d'ajouter le data matrix au sein de ces documents. La pièce justificative pour le bonus reprise de l'historique, donc c'est une attestation signée au nom de la direction générale de l'établissement sur leur démarche de reprise de l'historique, avec en plus du remplissage OSIS, on aura besoin donc de cette attestation qui permet de renseigner quelques informations clés. La période complète d'alimentation historique qui est obligatoire, donc le nombre de DMP alimentés, le nombre de documents historiques alimentés, le nombre de documents en flux alimentés, la typologie de documents alimentés et le mode d'alimentation, manuel ou automatisé. Donc, c'est un document qui est transmis aux ARS et qui, normalement, est mis à disposition sur le site Internet du programme. Si ce n'est pas le cas aujourd'hui, ça le sera maximum demain. Est-ce qu'il y a des questions sur ces indicateurs volet 1? Alors oui, il y avait des questions sur les comptes rendus de biologie. Dans le domaine de biologie, quels documents doivent alimenter le DMP en cas d'hospitalisation? Donc là, je crois que tu as déjà répondu dans le chat, mais je pense que ça serait utile de pouvoir le redire à l'oral. Est-ce que c'est tous les CR? Et si oui, est-ce qu'il y a des possibilités de paramétrage? Voilà, je crois que tu as déjà répondu dans le chat à ces questions-là autour du compte rendu de biologie, si tu peux le redire à l'oral. C'est vrai que dans le cadre du programme SONES, de manière générale, en dehors donc de la réglementation, c'est la responsabilité de l'établissement de déterminer ce qui est pertinent en termes d'informations médicales pour le patient ou ce qui ne l'est pas. Donc, pour les comptes rendus de biologie médicale, c'est une question aussi qui nous est revenue à la dernière CNSI. Si l'alimentation du DMP en compte rendu de biologie médicale, alors je donne un exemple pour illustrer, pour le service de réanimation n'est pas pertinente, c'est à l'établissement de décider de ne pas alimenter pour le service de réanimation, par exemple. C'est l'exemple qui avait été demandé, je crois, dans le chat. Il y a également, donc, est-ce que c'est dans le cadre de compte rendu d'examen de biologie ou de téléradiologie, est-ce que c'est à l'établissement d'alimenter le DMP ou à la structure tiers en cas de sous-traitance? Quels sont les éléments de traçage attendus si c'est un envoi par l'établissement? Quel RPPS, quel FINES? Alors, dans le cadre du programme SONES, quand on parle des comptes rendus d'examen de biologie ou des examens d'imagerie, ce sont les examens qui sont réalisés sur des plateaux qui appartiennent à l'établissement. Ce ne sont pas ces règles du programme ne s'appliquent pas quand vous faites appel à des sous-traitances, donc à des finesses différents du finesse de votre établissement. Voilà, et après, il y avait des questions sur les modalités d'atteinte, justement, justification d'atteinte des cibles d'usage. Donc, c'est la partie suivante. Et s'il y avait une dernière question que je crois que j'ai loupée et donc qui a été reposée sur, justement, c'est quoi le nombre de séjours pour l'indicateur de la messagerie citoyenne? Et donc, je crois que tu l'as dit tout à l'heure. Donc là, on revient sur les indicateurs côté MSS. Comment déterminer le nombre de séjours en dénominateur de l'indicateur de la MSS citoyenne. Je retrouve la question en entier. Voilà, dans l'indicateur, à quoi correspond le nombre de séjours pour le dénominateur de la MSS citoyenne? S'agit-il des séjours concernés par le cas d'usage choisi ou, parce qu'effectivement, notamment dans le cadre des pilotes, il y avait un certain nombre de parcours et de cas d'usage qui étaient choisis, ou s'agit-il des séjours, notamment sortants, où la lettre de liaison est produite comme dans le domaine 1? Et donc, je crois qu'on a bien mis dans le guide des indicateurs que c'est effectivement, c'est sur le même périmètre que ceux de la domaine 1, du domaine 1.
C'est bon, évidemment, c'est pour effectivement tous les séjours où donc l'objectif, c'est bien d'avoir adressé au patient au moins un message avec ou non un document de santé. Si tu veux compléter, Samia. Non, c'est ça. Hop. Je crois que du coup, on a répondu à cette question. Alors, il y a juste, non, il y avait encore une dernière sur la MSS liée avec le DMP. Nos envois MSS, donc PS, ça doit être la messagerie des professionnels de santé, donc se font en même temps que les envois vers le DMP du patient. De ce fait, c'est l'adresse MSS applicative de l'établissement qui en effectue cet envoi vers la messagerie des professionnels de santé, donc les fameux correspondants de santé. Et dans ce cas, comment comptabiliser l'usage des boîtes aux lettres MSS professionnels de santé de notre établissement qui envoie les CR aux médecins traitants? Alors là, du coup, je ne suis pas sûre de bien comprendre la question. Je veux bien que la personne qui l'a posée la précise. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que derrière, hein, dans les statistiques que l'on a au niveau national, les différentes adresses mail d'un même établissement sont évidemment rattachées à cet établissement. Et que donc nous, quand on fait ensuite le contrôle au niveau national, c'est bien l'ensemble de l'établissement et le nombre de messages qu'il a envoyés qui sont comptabilisés, peu importe l'adresse qui a été a priori utilisée. Je crois que Nolwenn a peut-être répondu dans les questions, j'ai l'impression. Est-ce que tu as répondu, Nolwenn? Je crois que tu es là. Je te vois. Non, je ne sais pas. Je ne vois pas, pardon. Je me promets un peu dans les questions. Bon, je te propose, Samia, de poursuivre la présentation avec la justification de l'atteinte des cibles. Et je vais voir la suite des questions auxquelles on n'aurait pas encore répondu pour la dernière partie, mais on est bien en termes de timing, donc tu peux prendre ton temps. Ok, merci beaucoup Clara. Donc la logique de validation des cibles, donc là, application donc pour le volet 2. Donc les ARS s'appuient sur les informations saisies par les établissements dans OSIS, ainsi que sur les pièces jointes qui ont été déposées, et sur les statistiques d'alimentation de la MSS qui sont publiées par ailleurs sur la page hôpital du site de l'ANS. Donc il y a une logique de contrôle national. Donc je vais faire indicateur par indicateur. Pour le D4.1, donc la récupération du nombre de correspondants équipés d'une MSS Pro concernée par la venue d'un patient déclaré par l'établissement dans OSIS. Et le deuxième facteur, donc le nombre de correspondants équipés d'une MSS Pro auxquels des documents de santé référencés avec une INS qualifiée au format CD ont été transmis sur le mois d'observation selon les statistiques MSS. La réalisation du calcul est le suivant, donc c'est B sur A fois 100 égale le taux obtenu par l'établissement selon le contrôle national. Et donc la comparaison du taux national avec la cible nationale avec une marge d'erreur de 5 points pour valider l'atteinte de la cible. Pour le D4.2, donc la récupération du nombre de séjours déclarés par l'ES dans OSIS comme dénominateur et comme numérateur, le nombre de patients à qui des messages ont été envoyés par l'établissement via la MSS citoyenne ont été transmis sur le mois d'observation selon les statistiques de la MSS, avec la même règle, la marge d'erreur de 5 points pour attester de la validation des cibles. Donc, OSIS, je pense que vous connaissez tous l'Observatoire des systèmes d'information. Donc, dans le cadre de la saisie, donc pour le volet 2, c'est la même chose que pour le volet 1. Donc, sur votre fiche OSIS, vous allez sur l'onglet SunES, vous sélectionnez votre fenêtre de financement et vous remplissez votre fiche OSIS. Voilà. J'en profite, il y a des établissements qui m'ont fait part donc, de difficultés parfois à enregistrer les informations dans OSIS avec des messages d'erreur. Alors, essayez, donc c'est un bug de l'application, essayez de recliquer sur le choix de votre fenêtre de financement et de recliquer sur enregistrer. Et n'hésitez pas à nous faire un mail si vous avez toujours des difficultés à enregistrer les informations dans OSIS.
Les documents justificatifs attendus dans OSIS, pour chaque indicateur, une explication de la méthode de calcul de l'indicateur, la justification de la notion de séjour et un exemple de document complet transmis au correspondant de santé via la MSS Pro, anonymisé, montrant l'intégration des traits d'INS dans le document, mais de façon non lisible, avec la présence du data matrix partiellement caché au nom de l'établissement candidat. Donc ça, ce sont les documents justificatifs qui sont attendus dans OSIS. La présentation des fichiers statistiques des données d'alimentation au DMP et d'envoi par la MSS Santé donc, sont publiés sur le site de l'ANS sur la page hôpital, mise à jour mensuelle à mois M+1. Une correspondance est faite avec les finesses CNAM-ANS et les finesses du fichier de calcul hôpital Ségur. Donc, un fichier qui est également disponible sur la page de l'ANS. Les statistiques par établissement d'alimentation du DMP en lettre de liaison de sortie, compte rendu opératoire, ordonnance de sortie, CR de biologie médicale et CR d'imagerie médicale. Et les statistiques par établissement d'utilisation de la messagerie, nombre de messages émis vers la MSS Pro, nombre de messages émis vers la MSS citoyenne et le nombre de correspondants de santé distincts hors patient. Donc ça, ce sont les fichiers qui nous permettent donc de valider au niveau national l'atteinte de vos cibles. Alors, est-ce qu'il y avait, avant de passer à la dernière slide, est-ce qu'il y avait des questions? Je suis là pour les stats, si tu veux, Samia. Ah, ben tu dois repartir après, donc on va peut-être passer sur ça. Oui, ben, je vais vous faire, je vais vous répondre à, voilà, je vais vous commenter cette diapo-là. Voilà, on a eu pas mal de questions d'établissements qui s'interrogeaient sur les tableaux de bord, les fonctionnalités de tableau de bord de la version référencée, de leur version référencée Ségur et les indicateurs SONES. Donc, on reprécisait juste là que ce ne sont pas exactement les mêmes indicateurs, c'est-à-dire que pour l'histoire, en fait, ces indicateurs tableau de bord ont été construits, imaginés avant le programme SONES, avant qu'il soit décrit et que les cibles et les indicateurs à calculer soient décrits. Donc, on a un certain nombre d'indicateurs, mais qui ne correspondent pas exactement à ce qui est entre les deux programmes. Donc, on ne peut pas uniquement s'appuyer sur ces tableaux de bord. Notamment, il n'y a pas le ratio par rapport au nombre de séjours sur une période donnée, etc. En fait, ce n'est pas tout à fait les mêmes indicateurs qui sont repris qui sont demandés dans le sens dans ce qu'on a appelé les tableaux de bord. Là, on a mis l'exemple du DPI. Il y en a pour le référentiel d'identité qui vont permettre d'avoir des chiffres de qualification sur les INS et d'autres. Et la différence entre DPI et PFI, c'est que d'un côté, DPI, on est sur des tentatives d'envoi, en fait, mais c'est la fonction PFI qui réalise réellement l'envoi. Donc, c'est la fonction PFI qui doit fournir, dans le cadre du SONS, le nombre de documents réellement envoyés à des DMP ou le nombre de rejets, par exemple, puisque c'est elle qui reçoit ces informations-là, cette fonction-là, fonction logicielle, que ce soit ou non un logiciel séparé, et après, tout dépend. Il y a tous les cas de figure se présentent. Mais du coup, ce ne sont pas exactement les mêmes indicateurs que ceux qui sont demandés dans le cas de SONES. Alors, je n'ai pas entendu si tu avais parlé sur la diapo précédente, Samia, des fichiers qui sont en ligne. S'il y avait quelque chose à ajouter sur ce sujet-là ou pas, c'était juste pour les… On a une question. Avons-nous accès à ces fichiers statistiques? Ah oui, absolument. Ils sont en ligne. Vous avez le lien là en bas de la diapo, donc vous pourrez retrouver. On peut vous le remettre aussi là dans le chat. Il y a un onglet statistiques sur cette page et vous retrouvez ces deux fichiers-là que vous pouvez télécharger et qu'on met à jour régulièrement. Voilà. Alors, vous trouvez dedans aussi l'antériorité puisqu'il y a les mois précédents qui apparaissent. Si vous sélectionnez sur le numéro finesse de votre établissement, vous allez retrouver mois par mois ce qui a été envoyé au DMP sur l'autre fichier, ce qui a été émis par messagerie sécurisée de santé. Et d'ailleurs, ça rejoint une des questions qui a été posée dans le chat, c'est-à-dire qu'on voit le nombre de destinataires professionnels de santé, par exemple. Donc, on ne compte pas le nombre de messages qui sont partis. Si vous envoyez un message avec plusieurs destinataires, ce qui est comptabilisé dans les stats, c'est le nombre de destinataires, ce n'est pas le nombre de messages distincts, en fait. Donc, ça n'a aucun intérêt de faire 3 fois le même message parce qu'il y a 3 destinataires. Et un même message peut tout à fait être envoyé à plusieurs destinataires et on les comptabilise. De même qu'il peut être envoyé en même temps à un destinataire professionnel et à un destinataire patient avec son adresse
INS qualifiés. Voilà. Ce que je pouvais vous dire sur ces sujets-là. C'est parfait parce que tu as répondu en même temps à peu près à une question qui arrivait dans le chat, si c'est possible de les mettre dans les questions, dans l'onglet questions, mais d'une personne qui s'interrogeait encore sur l'indicateur de la messagerie professionnelle, et notamment le fait que ce soit la messagerie professionnelle, c'est-à-dire applicative, de l'établissement qui est pris en compte. Et donc là, tu viens d'évoquer justement que c'est bien le décompte par nombre de correspondants. Voilà. Voilà. Et après, il y avait une dernière question qui était en plus reposée. Merci beaucoup, parce qu'on perd parfois un petit peu le fil. Pouvez-vous nous préciser les points d'organisation sur les modalités de contrôle qu'on dit sur le mois+1, M+1, présenté dans la slide du tout début, la slide 15 que tu as présentée dans le plan d'ajustement Samia. Est-ce mis en place dès à présent sur les 2 volets selon les calculs des taux nationaux? C'était la question qui était posée sur est-ce que c'était possible de préciser la modalité de contrôle, de prise en compte des données sur le mois suivant et pourquoi? Donc, c'est une piste de rattrapage. Donc, son origine, c'est une piste de rattrapage qui a été décidée sur la première fenêtre de financement. Il y a un micro d'ouvert. Super, merci. Donc, c'est une piste qui a été conçue donc, lors de la première fenêtre de financement et donc qui vise à regarder l'alimentation du DMP sur le mois+1 par rapport au mois d'observation choisi par l'établissement et sélectionné par l'établissement dans OSIS. Donc, si un établissement choisit comme mois d'observation le mois de janvier, au niveau national, on ira regarder ce qui s'est passé aussi sur l'alimentation du DMP donc au mois de février pour confirmer l'atteinte de la cible lorsque le contrôle national entre la déclaratif établissement et nous, ce que l'on a dans les fichiers donc de la CNAM et de l'ANS n'est pas cohérent et dépasse donc la marge d'erreur de 5 points que j'ai présentée donc il y a deux slides précédentes. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à cette question? Je pense. Sinon, la personne peut la reposer une demande de précision dans l'onglet questions. Écoute, je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Il y a Nolwenn aussi qui en a mis un petit peu qui a répondu, mais on en avait aussi traité à l'oral. Et donc, c'est souvent pour bien attester qu'on a donné une réponse. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou remarques. J'ai remis dans le chat les 2 liens vers les pages Hôpital Ségur, donc sur le site de l'ANS, où il y a notamment le fichier à la fois le fichier de calcul qui regroupe l'ensemble des forfaits du programme SUNES, mais aussi les fameuses statistiques dont Samia et Nolwenn viennent de vous parler, et la page dédiée au programme SUNES sur le site du ministère. Donc, c'est bien les 2 pages les plus importantes concernant le programme Ségur pour l'hôpital. Les 2 pages se complètent. Effectivement, vous avez toute la documentation SUNES vraiment sur la page dédiée et les autres fichiers qui sont en fait aussi utilisés du côté du programme SONS qui sont sur la page de l'ANS, et vous pouvez retrouver les pages de l'une et de l'autre sur évidemment les pages. Est-ce qu'on avait encore, voilà, c'est ça, c'est la slide d'après sur la mise à jour du corpus. Je te laisse. Oui, donc la dernière slide de ce webinaire, donc c'est le corpus documentaire, donc ce qui était en train de vous expliquer Clara. Donc dans le cadre du programme SUNES, donc vous trouverez des informations sur la page donc du site de l'ANS et également des informations sur la page internet du site du ministère de la Santé, et donc avec pas mal de documentation accessible, de la documentation aussi à venir, et n'hésitez pas à la consulter et à nous faire part éventuellement de besoins en complément.
Samia, je ne vois pas d'autres questions. Alors, Alors, soit comme on a du temps, c'est assez exceptionnel, on a du temps. N'hésitez pas vraiment à poser vos questions. De toute façon, c'était aussi l'objectif de ce webinaire, c'est de vous permettre de nous poser des questions et qu'on puisse y répondre. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions. Et si on a raté votre question, n'hésitez pas aussi à nous le signaler. On pense avoir répondu, enfin, j'ai l'impression qu'on a répondu à l'ensemble des questions qui ont été posées. Je suis en train de vérifier en même temps. oui, il y a quelqu'un qui dit que justement, il y a d'autres visios, d'autres réunions ou peut-être d'autres impératifs. C'est vrai qu'il y avait, surtout sur la partie domaine 1, mais c'est vrai que c'est pas le premier webinaire que l'on fait. Donc, on a peut-être, et on espère, déjà répondu à un grand nombre de questions précédemment. Et donc, ça paraît logique que après avoir fait plutôt des webinaires de 2 heures, maintenant on est sur 1h30. Si on a répondu à toutes les questions, bah, tant mieux. Et le circuit de questions, hein, n'hésitez surtout pas à solliciter vos référents ARS qui ensuite peuvent vous renvoyer ou peuvent directement nous poser les questions qui resteraient pour atteindre vos cibles du programme SONES. Alors, il y a des questions. Qu'entendez-vous je pense que c'est qu'entendez-vous par le modèle d'attestation HAD. Donc, c'est donc les HAD peuvent être dispensés de répondre à l'indicateur ordonnance de sortie, puisque certaines HAD ne produisent pas d'ordonnance de sortie. Et donc, cette attestation, c'est une attestation sur l'honneur l'HAD ne produit pas d'ordonnance de sortie et est donc dispensée de cet indicateur qui est le DS1.2. Et donc, ça concerne uniquement les HAD. Pouvons-nous sortir du périmètre un secteur d'hospitalisation pour des raisons propres au CH? Alors, si je comprends bien la question, c'est par exemple sortir du périmètre la réanimation, l'oncologie, la psychiatrie, par exemple. Oui, c'est tout à fait possible. Hein. Nous, au niveau national, on ne se substitue pas aux décisions médicales qui peuvent être prises au sein d'un établissement. Sous quel délai le support est-il disponible? On va vous le rendre disponible là, juste après le webinaire. En tout cas, je pense que c'est Elodie qui s'en chargera. Oui, tout à fait. Ah, Elodie, tu es là? Oui, ce sera plutôt d'ici demain, je pense. Demain, ok, bon voilà, vous aurez le support dès demain. Alors, j'ai peut-être raté la question et je m'excuse si elle a été posée. Pour les établissements privés, certains médecins sont libéraux et envoient des documents par MSS depuis leur cabinet. On ne peut donc pas les décompter au niveau de l'établissement. Quelque chose est-il prévu pour ça? Donc, je vais reprendre l'indicateur. Alors non, effectivement, hein, c'est une des questions qu'on a eu à rester déjà avec la Fédération hospitalière privée, avec le fait que il y a effectivement parfois des circuits qui passent par l'extérieur de l'établissement. Néanmoins, et c'est une pratique, mais c'est vrai que à partir du moment où le séjour et l'hospitalisation se passe au niveau de l'établissement, c'est de la responsabilité de l'établissement d'obtenir le document et de l'envoyer et de l'alimenter au DMP en son nom et pareil pour la messagerie sécurisée de santé. Alors voilà, on sait qu'il y a parfois un certain nombre de difficultés, mais aujourd'hui c'est bien comme ça par rapport au fait que derrière, c'est aussi, y compris pour l'alimentation du DMP, le patient qui a été pris en charge dans un établissement et qui, du coup, a son alimentation, son DMP alimenté d'un document qui provient de cet établissement. Alors, avez-vous de la visibilité sur les dates des prochaines mises à jour des guides mis à disposition en ligne? Alors, en ce qui concerne le site du ministère et donc la mise à disposition des guides sur le site du ministère, donc les guides ont été envoyés au webmaster, donc je pense qu'il les mettra à jour
cet après-midi ou maximum demain. Je lui ferai une petite relance. Faut-il comptabiliser les séjours dans les EHPAD? Alors, les EHPAD sont dans le périmètre du médico-social et non pas dans le périmètre du sanitaire. Et donc là, dans le cadre du programme SONES, ce sont uniquement les établissements sanitaires qui sont concernés et éligibles à ce programme. Alors, comment comptabiliser les séjours pour les séances de radiothérapie? Alors, je vais remettre la slide. Hop. Où est-elle? Hop. Donc, pour la radiothérapie et la chimiothérapie, un séjour est une succession d'au moins 3 séances en moins de 3 mois. Et donc, si vous voulez répondre donc au domaine 1 et donc à l'indicateur lié à la LDL, donc il faudra respecter cette notion de séjour d'une succession d'au moins 3 séances en moins de 3 mois. N'hésitez pas à nous dire hein, si vous avez besoin de compléments aux réponses qu'on vous apporte. J'ai peut-être raté la réponse en santé mentale. En santé mentale, une permission qui excède 48 heures donne lieu à un nouveau séjour. Pour autant, nous ne proposons pas de LDL dans ce cadre car la prise en charge du patient n'est pas finie. Je crois, Samia, qu'on a répondu, que Nolwenn a répondu comme quoi, effectivement, c'était c'était considéré comme une continuité de prise en charge. Et donc... Pour la psy, la question liée à la psy. Oui. Oui, c'est une continuité de prise en charge. Donc effectivement, c'est peut-être voilà, c'est pour ça qu'on a bien défini la notion de séjour telle que et qu'on a bien dit que c'était pour SONES, c'est qu'effectivement au niveau du logiciel ou pour d'autres éléments, c'est parfois un petit peu différent. Mais là ici dans le programme SONES qui est très lié avec la production des documents de sortie, c'est bien ces définitions que l'on donne. J'en profite d'ailleurs parce qu'il y avait une question auquel j'ai répondu, mais sans la donner à l'oral, sur la partie radiothérapie et chimiothérapie. Je crois que tu l'as dit déjà, Samia, mais on est bien sur une succession d'au moins 3 séances en moins de 3 mois. Et donc, ce n'est pas forcément un compte-rendu pour chaque séance, mais bien un compte-rendu, un document à la fin de 3 séances. Après, ça n'empêche pas que, je crois que tu l'as dit, Samia, et je le répète, mais s'il y a des comptes rendus qui sont faits à chaque séance, alors c'est possible de les alimenter au DMP, évidemment, et de les comptabiliser. Il y a une petite question aussi sur le programme SONES. Est-ce qu'il va concerner également la vague 2 du Ségur? Donc, comme vous le savez, là, en parallèle, vous êtes tous probablement dedans dans des migrations sur la vague 1 du programme Ségur SONS en ce moment. Et donc, on a qui correspond effectivement en termes d'usage à l'alimentation du DMP et l'envoi par messagerie sécurisée de santé. La vague 2 poursuit ce travail, mais se concentre sur la consultation du DMP et la réception des messages envoyés par messagerie sécurisée de santé, ainsi que des exigences au niveau de la sécurité des systèmes d'information. Aujourd'hui, on va lancer cette année la vague 2 du Ségur, et donc les déploiements au sein des établissements ne se feront pas tout de suite, ça sera plutôt à la fin de l'année ou l'année prochaine, très probablement pour la majorité d'entre eux. Et donc, le programme SONES, lui, avec les indicateurs tels qu'ils ont été définis ici, sont vraiment liés à la vague 1 du Ségur. On ne va pas en rajouter et le programme SONES se finit bien à la fin de l'année. Par contre, Samia, peut-être si tu souhaites dire quelques mots sur le fait qu'on va préparer tous ensemble collectivement avec les fédérations hospitalières notamment et l'ensemble de ceux qui souhaitent y participer, la suite en termes de programme hospitalier numérique. Oui, tout à fait. Donc, on est en train de dessiner donc l'organisation des groupes de travail qui vont permettre la réflexion autour du prochain programme, puisque comme vous le savez, cette année, donc fin octobre, sera la fin du programme Open et fin décembre sera la fin du programme SONES. Donc, un nouveau programme devrait normalement s'ouvrir à partir de 2024 et être mis à disposition. Donc voilà, il y aura mais je pense que vos fédérations vous relayeront donc les informations au fil de l'eau concernant la construction de ces programmes et des thématiques qui y seront intégrées.
Alors, jamais de pondération peut tenir compte de l'impossibilité de qualifier certaines identités. Je crois que, Clara, tu avais répondu à cette, à déjà une question similaire sur l'incapacité de qualifier l'INS dans certains cas et que cette prise en compte qui était faite dans l'atteinte des cibles. Pardon, désolée, je suis pas sûre de savoir à quelle question tu fais référence. Donc, le fait que parfois, il est impossible donc, de qualifier l'INS, mais que ça ne pénalise pas l'atteinte des cibles pour l'établissement, étant donné qu'on n'a pas mis 100%. Si, c'est-à-dire que les cibles d'usage, notamment qui ont été justement réajustées, si on prend la lettre de liaison de sortie à 55%, contient bien au sein de cette définition le fait que ça ne soit pas possible à tous les coups de qualifier l'INS. Mais on est bien sûr au niveau du dénominateur, l'ensemble des séjours pour tous les patients qui sont concernés, en ne retirant en termes de filtre que ceux qui n'ont pas de DMP. Mais on ne retire pas ceux qui n'ont pas qualifié l'INS. C'est bien inclus dans la cible. On rappelle que ces cibles-là ont justement été initialement au début du programme, justement calculées en reprenant la cible du programme Open dont tu viens de parler, Samia, qui était de 98% d'alimentation des documents sélectionnés par la CME au DMP, et que justement, donc cette association entre ces 98% et une cible donnée pour la qualification de l'INS intègre justement et donne cette cible actuellement. Donc, il ne faut pas retirer des séjours et de la comptabilisation des séjours ceux pour qui on ne peut pas qualifier l'INS. On regarde au final pour combien de patients on a effectivement envoyé un document. C'est bien l'objectif métier et collectif que l'on s'est fixé. Alors, il y a plusieurs questions sur les statistiques. Les statistiques TMP sont normalement les dernières dates du mois de décembre. Alors, je vais aller vérifier parce que la personne dit qu'elle date du mois de novembre. Donc, on va vérifier. Les statistiques du mois pour la MSS, on les reçoit un petit peu plus tard. Et donc, on les reçoit aux alentours du 25, voire un peu plus du mois suivant. Donc là, on va recevoir très prochainement les statistiques du mois de décembre pour la MSS. Voilà, donc on a un petit peu de latence parce qu'il faut le temps que l'ensemble des opérateurs, clients, etc. et que l'équipe travaille tous ces statistiques. Et donc au niveau national, on a cette visibilité un petit peu plus tard. D'où le fait que, par contre, dès qu'on les a en notre possession, on les met sur le site. Doit-on envoyer les comptes rendus de biologie des patients externes ou seulement les patients hospitalisés? Donc, pour le domaine 2 lié à la biologie, sont concernés les séjours et les actes de consultation externe. Pour le domaine 2 et le domaine 3, donc biologie et imagerie. Je ne vois pas d'autres questions. Je viens de vérifier, et donc les statistiques DMP qui sont sur le site qu'on vous a indiqué tout à l'heure sont bien de décembre. Les statistiques sont bien publiées pour le DMP. Donc, n'hésitez pas à aller regarder si ça correspond bien à ce que vous avez aussi, vous, de votre côté en termes de statistiques. Et comme je le disais tout à l'heure, après, l'idée, c'est si vous constatez des écarts, il y a un processus interne à la puissance publique sur justement comment escalader. Il y a certaines questions auxquelles les ARS peuvent répondre. Ensuite, c'est plutôt donc les CPAM, le réseau de l'assurance maladie, qui peuvent aussi avoir un certain nombre de questions. Et en cas de vraiment difficulté, ça
ça remonte au niveau du national avec nous et les statisticiens de la CNAM pour vraiment bien comprendre et trouver parce qu'il y a parfois plusieurs situations qui peuvent expliquer ces écarts, qui peuvent être au niveau de l'établissement, de l'éditeur et il y a parfois aussi de façon très ponctuelle, très très exceptionnelle, des écarts entre l'outil qui s'appelle le SI pilotage DMP qui est fourni pour ceux qui ont accès et nos statistiques que l'on publie. Et donc effectivement, là, dans ces cas-là aussi, nous en informer. On est toujours dans l'amélioration de ces statistiques. C'est aussi l'objectif de la relation qu'on met. Là, on est tous collectivement en train de monter en puissance sur l'alimentation du DMP au profit des patients et de la santé en France. Il y a une question, Clara, c'est de savoir si on a le taux de qualification d'INS en moyenne sur le national pour les établissements sanitaires. Non, ça, on n'a pas cette information-là parce que ça dépend vraiment beaucoup des établissements. On n'a pas de moyenne et parfois, elle peut ne pas être très représentative, sachant qu'en plus, même au sein d'un établissement, la qualification de l'INS peut être différente en fonction de si c'est des séjours programmés, si c'est des séjours non programmés, si en termes de consultation, on voit qu'il peut y avoir des écarts. Donc, on n'a pas fait cette moyenne je reporterai la question aux équipes INS dédiées, savoir si c'est dans nos objectifs ou s'il y a plus de difficultés, mais aujourd'hui, on ne l'a pas. Okay. Nous avons des bilans biologie pour la médecine du travail. Doit-on également les envoyer au DMP? Sauf erreur de ma part, oui. Vous pouvez les envoyer au DMP. Pour la médecine du travail, le patient a le droit de recevoir ses résultats. Alors, je suis pas biologiste, donc s'il y a des biologistes dites-moi si j'ai tort. Donc, vous pouvez normalement les envoyer au DMP de la même manière que vous rendez les résultats, mais c'est peut-être une question qu'on va poser à la task force biologie, Clara. Oui. La médecine du travail, c'est un peu particulier. On prend note de la question et on fera un retour par le biais de la task force biologie. Alors effectivement, je crois que j'ai vu un message, le DMP de janvier est aussi alimenté. Effectivement, il y a bien dans le système d'information de SI pilotage du DMP la capacité de voir les statistiques du mois de janvier. C'est juste que nous, on les a pas encore puisqu'on n'a pas fini le mois de janvier. Les statistiques DMP seront normalement reçues la semaine prochaine. Mais évidemment, c'est vrai que pour ceux qui peuvent voir, qui ont accès au système de pilotage du DMP, ils peuvent déjà voir leurs statistiques de leur côté. Si vous souhaitez avoir un accès, vous pouvez aussi en faire une demande pour avoir accès au système d'information du DMP. N'hésitez pas, au-delà de ce webinaire, à nous écrire et à écrire à vos référents RS avec qui on a des échanges quasi quotidiens. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ne restez pas avec des points de blocage, ce serait dommage. Surtout que là, on est sur les derniers mois du programme SONES. Donc, posez vos questions aussi bien aux référents RS qu'à nous, même si je pense que ce sera plus simple de les poser à vos référents RS. Ils vous apporteront une réponse beaucoup plus rapidement que nous. Et puis, si besoin, on échange, comme je vous ai dit, quasi quotidiennement avec vos référents RS. Merci à tous. C'était une participation très riche. Merci beaucoup pour vos questions. Merci à tous. Très bonne journée. Bonne fin de journée.